rapporteur, mes chers collègues, nous poursuivons notre séquence d'audition en accueillant le père Bruno Sainteau, qui est directeur du département d'éthique médicale du Centre Sèvres et qui est une institution universitaire spécialisée dans l'étude et la recherche en philosophie et en théologie. Tout d'abord, je voulais vous présenter nos excuses pour le retard et le décalage, mais on a des auditions qui sont riches, mais qui effectivement nous ont fait nous décaler. Donc, mille excuses, mon père, pour ce retard. La révision de la loi de bioéthique amène notre mission d'information et plus généralement, c'est l'ensemble de la société française à s'interroger sur de nombreux enjeux liés à l'avancée de la science, à l'avancée des techniques médicales, et tout cela met en tension différentes sensibilités et convictions. Les sujets de l'ouverture de l'AMP, l'assistance médicale à la procréation, aux couples de femmes et aux femmes seules, le sujet de l'anonymat du don de gamètes, de la recherche sur l'embryon, des diagnostics génétiques, eh bien, crispent même parfois cette tension. Nous souhaiterions donc connaître vos éclairages sur ces différents sujets dans la perspective d'un débat qui se veut éclairé et apaisé. Je vais vous laisser la parole pour en exposer. Ensuite, on aura un échange de questions-réponses. Mon père, je vous laisse la parole. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, merci beaucoup de votre accueil et merci beaucoup de votre patient travail d'écoute et de questionnement depuis le mois de septembre. Donc vous m'avez présenté des excuses, mais moi, au contraire, je vous admire parce que c'est dans l'endurance de l'écoute que peuvent s'affiner les questions. Donc au contraire, je suis très touché de votre endurance. Voilà, c'est vraiment une chose extrêmement importante. Donc je ne vais pas vous en vouloir d'avoir du retard, au contraire. Et j'ai pu m'enrichir aussi de ce qui a été dit précédemment. Donc vous voyez, voilà. Donc, je voudrais d'abord saluer le travail de celles et ceux qui contribuent aux avancées de la biomédecine, on en a parlé tout à l'heure, donc des sciences, des techniques, ainsi que l'engagement de celles et ceux qui les mettent en œuvre dans la relation médicale. Nous en profitons tous très largement. Mais, instruits par l'histoire, par des expériences néfastes, qui viennent d'être rappelées d'ailleurs, notamment tout à l'heure, et par la crise écologique, nous sommes, me semble-t-il, devenus plus conscients et plus critiques. Si de plus en plus de possibles nous sont proposés, ils ne sont pas toujours souhaitables. Un travail d'élaboration des normes éthiques communes et des normes juridiques est nécessaire pour répondre à la question du souhaitable pour notre société, pour les citoyens qui la composent et pour ceux qui y seront mis au monde. Alors, j'ai très peu de temps et dans le temps imparti, je souhaiterais mettre en lumière quelques éléments du cadre éthique et juridique actuel qui permet de réguler les pratiques, en soulignant particulièrement ce qui me paraît pertinent et cohérent et devrait donc, à ce titre, rester stable. Et sur cette base, je pense que dans la partie de questionnement après, il sera possible de répondre à des questions plus spécifiques sur quelques-uns des 9 thèmes abordés par les États généraux de la bioéthique et soumis à l'attention du législateur. Donc j'ai 3 courtes parties, je traiterai peut-être surtout les 2 premières, qui correspondent à 3 verbes afin de souligner le caractère opératoire. Le premier, ce sera valoriser, le deuxième, préserver, et le troisième, arbitrer. D'abord, valoriser une conception systémique de la bioéthique et du droit relatif à la bioéthique. En effet, les 9 thèmes à traiter ouvrent des problématiques si variées, parfois si complexes, que le travail du législateur pourrait ressembler à une collection de problèmes juxtaposés qu'il suffirait de traiter séparément, puis de rassembler dans un corpus juridique cumulatif, on pourrait dire. Cette méthode de travail ne convient pas. Le Comité consultatif national d'éthique et le Conseil d'État ont chacun, à leur manière, insisté sur une méthode globale qui privilégie une démarche systémique plutôt qu'agrégative ou cumulative. Pour répondre à la question, pour conduire la réflexion éthique, le CCNE a notamment posé d'emblée la question « Quel monde voulons-nous pour demain ?» Cela signifie bien qu'il est impossible de traiter de la bioéthique en séparant, comme le font certains, notamment parfois le CCNE et le Conseil national de l'ordre des médecins, les questions médicales, sociétales, sociales, politiques et économiques. Ces séparations me paraissent relever davantage d'un art de l'esquive que d'une véritable confrontation à l'ampleur des questionnements éthiques et juridiques, où les différents domaines, le médical, le social, le sociétal, l'économique et le politique, sont en interdépendance et en interaction. La question d'abord éthique n'est pas seulement, comme il a été dit tout à l'heure, comment rester humain avec la technique, on pourrait dire comment rester humain
avec l'emprise économique, avec la structuration des relations sociales. De son côté, le Conseil d'État a aussi souligné l'importance d'une démarche systémique en rappelant la cohérence de ce qu'il a nommé le modèle français de bioéthique. Ce modèle conjugue les principes de dignité, de liberté et de solidarité. Il faudrait dire désormais, depuis la décision du Conseil constitutionnel, le principe de fraternité qui englobe et dépasse celui de solidarité. De ce point de vue systémique, la focalisation constatée sur les questions de début et de fin de vie n'est pas liée à l'obsession de quelques groupes qui pourraient être taxés parfois de conservateurs, mais à la perception commune de la part de nombreux citoyens que les questions du début et de la fin de vie posent des problèmes fondamentaux qui vont interagir avec tous les autres domaines. En effet, la vie humaine y est la plus exposée, non seulement à la fragilité, mais aussi au questionnement sur le sens, sur les valeurs, et comme on l'a entendu tout à l'heure, sur la structuration des relations personnelles, interpersonnelles et sociales. Il ne faut donc pas s'inquiéter de cette focalisation, mais la considérer et l'élargir en intégrant les autres problématiques éthiques. De ce point de vue systémique encore, l'économie n'est pas simplement une condition de faisabilité, comme on l'entend dans un certain nombre de rapports, qui intervient après la décision éthique, mais une question de justice, notamment dans la répartition des dépenses de santé publique et donc dans la régulation des dépenses dans un système de solidarité nationale. Deuxième point, préserver la cohérence du modèle éthique et du modèle juridique français. Selon la conception française du droit, le droit ne consiste pas seulement à réguler la violence, ni même à arbitrer des conflits d'intérêts ou des atteintes à la vie privée, mais à instituer des relations. On l'a entendu tout à l'heure, d'ailleurs, de la part du docteur Lévy-Soussan et du docteur Bildowski, l'importance de la structuration, de l'institution des relations. Depuis les relations de parenté et de filiation, jusqu'aux relations avec la personne décédée et par exemple au possible prélèvement d'organes. Il conviendrait donc de s'interroger à chaque modification juridique sur les modèles relationnels, avec notamment les critères de reconnaissance, d'égalité, de solidarité, qui sont induits entre les personnes et dans la société. Pour instituer ces relations, le droit français repose, on pourrait dire, sur une certaine conception de la personne, on pourrait dire une certaine anthropologie, si ce mot ne faisait pas peur, et régule les interactions entre les personnes par de grands principes éthiques et juridiques qui forment le modèle français de la bioéthique. Ce modèle, intégrant une conception de la personne, est donc indissociable d'un modèle de société marqué notamment en France par la solidarité économique dans le soin. La question centrale sera de décider, à mon sens, si ce modèle doit changer ou non, et il faudra avancer de bons arguments. Mais il pourrait y avoir une autre stratégie, plus redoutable sans doute, celle de faire comme si ce modèle restait inchangé, tout en le détricotant, si vous me permettez l'expression, de façon inconsciente. On a eu beaucoup d'échos encore tout à l'heure avec le critère de la gratuité. Quelques éléments sur cette conception de la personne en société qui me sert, enfin pour moi en tout cas, d'argument fondamental ou d'argument, on pourrait dire, intégrateur. Je voudrais l'aborder du point de vue juridique, du point de vue de la science et du point de vue du soin. D'abord du point de vue juridique. Le Conseil d'État a bien rappelé qu'en droit français, la personne n'est pas limitée au sujet d'attribution des droits ou à la seule conscience ou la seule volonté capable de décider. Le concept juridique de personne s'est progressivement enrichi. Par exemple, le corps est considéré de façon inséparable de la personne et il n'est à ce titre ni instrumentalisable, ni monnayable, ni à la libre disposition de sa propre volonté. Je cite le Conseil d'État, « Ce n'est que progressivement que l'ensemble des attributs de la personne, que ce soit le corps, son image, sa réputation, ont fait l'objet d'une protection spécifique dans une conception moniste du rapport de l'être au corps, considérant que l'enveloppe charnelle est indissociable de la personne, affirmant l'indivisibilité du corps et de l'esprit. » Fin de citation. Cette notion d'indivisibilité du corps et de l'esprit conduit à une conception unifiée de la personne, où les dimensions physiques, psychiques, relationnelles, sociales, voire spirituelles, il faudra s'entendre ce qu'on veut dire par là, sont à prendre toutes ensemble, en compte toutes ensemble. Cette compréhension multidimensionnelle et si possible unifiée ne relève pas seulement du droit, mais aussi d'une approche scientifique, soucieuse désormais d'étudier conjointement les données génétiques et les facteurs épigénétiques qui en régulent l'expression,
comme l'a rappelé Thierry Magnin, ici même, il y a quelques jours. Les modèles heuristiques qui ont permis de chercher à mieux comprendre scientifiquement l'être humain au cours de l'histoire, par exemple l'homme-machine, puis l'homme neuronal, ou l'homme informatique, formé du software de l'esprit et du hardware du corps, on pourrait dire l'homme génétique aussi, se sont donc bien complexifiés au nom même de la démarche scientifique. Cette compréhension multidimensionnelle et unifiée résulte aussi des évolutions du soin. Dans les années 50, certains médecins et soignants se plaignaient déjà de la prédominance d'un modèle de soins centré sur les pathologies et donc sur les atteintes physiologiques et réclamaient une médecine de la personne dès les années 50. En réaction contre ce modèle réductionniste et au nom du bien du patient et de la relation médicale, ils ont voulu développer une médecine prenant en compte les différentes dimensions de la personne. Ainsi, dans les années 70, le psychiatre américain George Engel popularisera un modèle bio-psycho-social du soin qui influença notamment les soins infirmiers. En conclusion, cette compréhension unifiée, qui est justifiée du triple point de vue juridique, scientifique et médical, renvoie dos à dos les tenants du tout biologique et les tenants du tout culturel, les défenseurs du pur naturalisme moral, où les règles éthiques seraient directement lues dans le donné biologique et corporel, voilà, les défenseurs du pur naturalisme moral, ou bien, en revers, du pur constructionnisme moral, où les règles éthiques seraient construites sans rapport avec la dimension corporelle, ou la condition corporelle. En poursuivant cette ligne d'argumentation, il me semble possible d'envisager un enrichissement du concept juridique de personne, comme ça s'est déjà fait, en intégrant par exemple les données génétiques qui caractérisent le corps, mais aussi à traiter ce fameux droit à connaître ses origines, un droit et non pas une obligation, puisque l'histoire de la personne n'est pas extrinsèque à la personne, mais en tisse l'identité. Cette approche par le droit de la personne permettrait à mon sens de dépathologiser la question de l'accès à ses origines. Nous avons entendu tout à l'heure des psychiatres, c'est très important de regarder les pathologies. Mais le fait d'en faire un véritable droit de la personne, comme le font un certain nombre de mouvements, avec des adultes en fait qui vont bien, mais qui réclament simplement de connaître pour tisser leur histoire, eh bien, ça permettrait de dépathologiser la question de l'accès à ses origines et de ne pas la limiter simplement aux possibles conséquences pathologiques sur la construction de son identité. Voilà. Donc je militerai pour ça. Quelques points encore sur les quelques principes régulateurs des relations sociales et notamment aussi des relations médicales. Après, on pourrait dire, cette présentation très rapide d'une conception de la personne en société en insistant sur les différentes dimensions de la personne et son unité. Cette conception de la personne est corrélée à des principes éthiques et juridiques dont les plus importants sont mentionnés par le Conseil d'État pour dessiner le modèle français de la bioéthique, dignité, liberté, solidarité. Je me contenterai de quelques remarques en commençant par le principe le plus, me semble-t-il, le plus malmené dans l'argumentation éthique et juridique, le principe d'égalité et son corollaire, le principe de non-discrimination. En quelque sorte, je plaiderai pour utiliser correctement ce principe d'égalité. Le législateur est souverain, certes, mais il ne peut pas décider de procéder à des changements en se justifiant par l'utilisation erronée des concepts juridiques actuels. Par exemple, si le législateur veut justifier du point de vue du droit l'AMP pour toutes les femmes, il ne peut pas employer le concept juridique du principe d'égalité tel qu'il est actuellement défini. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État convergent sur ce point. Bon, la citation, mais je vois que le temps tourne, je pourrais vous la donner tout à l'heure. Par conséquent, il faut, me semble-t-il, trouver une autre justification éthique et juridique pour ce problème spécifique. Ou alors, il faut clairement assumer le changement en déclarant que ce principe a désormais une autre signification, mais en le justifiant et en mesurant toutes les conséquences éthiques et juridiques. Deuxième mention d'un principe, je parle du principe de fraternité. Il me semblerait important qu'à l'occasion de la révision de la loi relative à la bioéthique, le législateur prenne la mesure de la nouveauté de la consécration juridique du principe de fraternité. Comme le souligne le rapport du Conseil d'État intitulé « La citoyenneté, être citoyen aujourd'hui », publié le 27 septembre 2018, donc c'est très récent, la fraternité reste, je cite,
la fraternité reste encore le parent pauvre de la Constitution. Ses effets juridiques directs n'ont été consacrés que très récemment par une décision du Conseil constitutionnel du 6 juillet 2018, en vertu de laquelle la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. La fraternité consacre notre dépendance mutuelle et appelle chaque citoyen à apporter sa contribution pour faire vivre le projet collectif. L'acceptation de nos interdépendances, pour mieux combattre nos vulnérabilités, invite à repenser le sens de notre idéal de citoyenneté, qui est aussi l'idéal d'une nation civique. Fin de citation. Le rapport du Conseil d'État précise bien que la fraternité ne se réduit pas à la solidarité. La fraternité est plus fondamentale, plus englobante que la solidarité, parce qu'elle introduit au moins, à mon sens, 3 caractéristiques relationnelles. Et quand on parle beaucoup des relations, de la structure des relations, la première, c'est une relation de reconnaissance d'autrui et de sa dignité, c'est-à-dire de sa valeur absolue d'être humain. Donc le facteur de la reconnaissance. Une relation de participation à la pensée et à l'action commune, alors que la solidarité peut rester unidirectionnelle, voire paternaliste. Troisième point, une obligation envers autrui, qui vient contrecarrer les projets très libéraux, la domination des logiques économiques, y compris dans le marché le plus prometteur qu'est la santé. C'est un marché très prometteur, tous les GAFA se ruent sur les problèmes de santé. Voilà. Donc ça pourrait aussi contrecarrer ces logiques économiques, y compris dans le marché le plus prometteur qu'est la santé, ainsi que les éthiques minimales réduites au seul principe de non-nuisance à autrui. La consécration constitutionnelle du principe de fraternité permet d'être plus ferme sur les arbitrages des politiques de santé publique, d'assumer des priorités, d'examiner la justice de répartition des biens de santé. J'ai un petit troisième point sur le principe de dignité, mais je pourrais y revenir sur la nécessité d'une conception objective, comme le souligne aussi le Conseil d'État, du principe de dignité. Voilà. Bon, je pourrais y revenir, parce que je crois que j'ai déjà dépassé mon temps de parole. J'aurais 2 points quand même pour la troisième partie, arbitrer, puisque c'est le rôle du législateur. Arbitrer, nous pouvons beaucoup discuter, les éthiciens discutent beaucoup, mais il s'agit d'arbitrer des débats en fonction de ce modèle éthique et de ce modèle juridique. Alors, puisque tout le monde a parlé de l'AMP pour les couples de femmes, je me sens le devoir d'en parler et je dirai quelques petits mots sur les tests génétiques qui me paraissent un enjeu majeur de société. Bon, il me semble qu'il y a des principes simples qu'on pourrait d'abord adopter, à savoir que, de façon générale, la procréation humaine doit rester un événement humain pour échapper aux logiques utilitaristes, instrumentalisantes, voire commerciales. Seules des personnes engendrent des personnes dans une relation personnelle. Le problème de l'AMP pour tous les couples de femmes, ou les femmes seules, telle qu'elle est envisagée, ce problème, c'est qu'elle organise ab initio l'éviction juridique du père. Comment donc promouvoir une société de reconnaissance ? La reconnaissance fait partie, à mon sens, du principe de fraternité. Une société de la reconnaissance. La reconnaissance mutuelle est une composante de la fraternité. Si le père est réduit à un simple fournisseur de matériaux génétiques, donner des gamètes n'est pas équivalent à donner du sang, c'est permettre à quelqu'un de venir au monde. Voilà. Et la réciproque, évidemment, sera vraie pour la GPA qui organise l'éviction juridique aussi de la mère. Voilà. Comment construire une société de la reconnaissance mutuelle dans ces conditions ? La notion aussi juridique d'intérêt supérieur de l'enfant, comme à mon sens une butée de la pensée et de l'éthique, on a vu tout à l'heure comment cette référence-là conditionnait même la structuration des enquêtes. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Suivant qu'on parle de l'enfant ou on parle des adultes, ne serait-ce que pour faire des enquêtes. Cette notion juridique d'intérêt supérieur de l'enfant est mentionnée dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Voilà, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Mais comment les députés vont-ils en tenir compte dans les délibérations ? Et une fois la loi votée, si elle l'est. De plus, qui va donner les critères de l'intérêt de l'enfant ? Les médecins ? Au nom de qui ? Au nom de quoi ? Par exemple, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et techniques recommande, je cite, « Pour toute demande d'AMP avec don de gamètes ou d'embryons, votre rapporteur insiste sur la nécessité de prévoir un entretien préalable avec une équipe pluridisciplinaire comprenant des psychologues et des pédopsychiatres, en vue de prendre en considération l'intérêt de l'enfant dont la naissance est souhaitée, de la même façon qu'en vue d'obtenir l'agrément dans la procédure d'adoption plénière. » Fin de citation du rapport
de l'Office parlementaire, page 70. Qui va formuler ces critères? Qui va formuler ces critères? Allons-nous laisser aux médecins le soin de formuler ces critères, aux psychologues, aux pédopsychiatres? Quel consensus pourrait-il avoir pour ces critères? Je remarque aussi que les procédures d'appariement ne sont jamais discutées dans les réflexions. Comment va-t-on choisir le profil du père que l'on veut justement éliminer? Au hasard, dans une banque de sperme? Sur quelles caractéristiques physiques ou autres? Puisque l'homme de référence n'est pas là, et qui servait justement de référence pour les procédures d'appariement dans un couple formé d'un homme et d'une femme. Il y aura donc bien un choix, non pas de matériaux génétiques, mais de quelqu'un avec certaines caractéristiques plus ou moins fantasmées. Que vont s'autoriser ou non les médecins? Est-ce au couple de femmes de décider ces procédures d'appariement, oui ou non? Ou aux médecins, ou en interaction? Mais encore une fois, selon quels critères? Ce qui plaît, ce qui convient? Comment allons-nous faire? De plus, la question du financement n'est pas, à mon sens, évaluée. À la fois la situation présente, c'est-à-dire les procédures de remboursement des personnes qui vont à l'étranger, et puis en cas aussi d'autorisation en France, ce qu'on appelle le tourisme procréatif, ou en tout cas l'itinérance procréative, pourrait aller dans l'autre sens. Si, justement, en France, c'est gratuit, qu'est-ce qui empêcherait, au niveau du droit européen et des conventions entre les pays pour rembourser les frais de santé, qu'est-ce qui empêcherait au processus de s'inverser, c'est-à-dire que les femmes de venir en France? Donc, la question vraiment de l'évaluation des financements et des procédures de remboursement. Bon, je l'ai dit, la procréation ne doit pas reposer sur l'occultation du tiers qui a concouru à la venue au monde d'une personne, et c'est à mon sens la seule manière de garder une relation humaine. À ce propos, et je finirai peut-être par là parce que je pense que je suis trop long, il me semble que le législateur devrait anticiper juridiquement la prochaine réalisation technique des gamètes artificielles. Vous savez, il y a beaucoup de recherches là-dessus, c'est opératoire chez les souris, mais peut-être que dans les années qui viennent, les gamètes artificielles seront possibles, disponibles. Cela pourrait consacrer l'élimination juridique, non seulement juridique du tiers, mais aussi l'élimination biologique d'un des deux sexes. Il serait possible de ne pas naître du deux, c'est-à-dire de la relation, mais de l'un. Je pense qu'il faut vraiment prendre ça très au sérieux, puisqu'il y a beaucoup d'études, je pourrais vous donner les articles si vous en avez besoin. Voilà. Et puis, dernier point, je fais quelques mentions, puis je pourrais répondre à vos questions sur ces points-là. La question de la régulation des tests génétiques, de diagnostic et de dépistage. Il me semble qu'il faut garder fermement la régulation médicale des tests génétiques, à la fois pour le bien des patients et pour aussi la qualité de la relation médicale. Ces tests doivent être fiables. S'ils sont prédictifs, il faut savoir ce que veut dire cette prédiction du point de vue médical. Vous avez reçu des personnes plus compétentes que moi. Les tests aussi doivent être parlés, expliqués, compris socialement et individuellement avant leur réalisation, ce qui suppose qu'ils aient lieu dans l'accompagnement médical, depuis la prescription jusqu'à l'interprétation et l'accompagnement qui suit. L'information doit être claire, loyale, c'est-à-dire scientifique et appropriée. Les tests doivent être régulés par des règles éthiques, secrets, notamment vis-à-vis de l'employeur, non-discrimination des personnes atteintes et des personnes à venir, donc tout l'enjeu du diagnostic préimplantatoire et du diagnostic prénatal. Voilà. Ne pas oublier que les tests préconceptionnels seront associés aussi au diagnostic préimplantatoire. Et puis les tests doivent prendre en compte les effets personnels et sociaux de la prédiction. La prédiction génétique ne doit pas remplacer le destin qui sévissait dans certaines conceptions antiques ou voire l'astrologie dans les conceptions, les croyances populaires. Il ne faut pas oublier que la prédiction, c'est-à-dire un avenir envisagé, configure le présent. Qu'est-ce que l'on fait avec des pourcentages de malchance de déclarer telle ou telle maladie? Qu'est-ce qu'on fait avec ces prédictions? Sachant que le futur envisagé revient dans le présent. Et pour accompagner un certain nombre de personnes, l'angoisse qui vient de ces tests est très très grande. Qui l'accompagne? Comment elle est parlée? Qu'est-ce qu'on en fait? Donc il n'y a pas simplement un critère de scientificité. Voilà. Bon, le fait d'avoir BRCA1 ou BRCA2 nous expose à quelle probabilité de déclarer un cancer du sein, mais il y a l'effet individuel et social des prédictions. Et j'insisterai aussi sur l'effet social des prédictions. Comment nous emparons collectivement des prédictions, donc des malchances qui vont peser sur nous. Elles vont conditionner notre rapport à la maladie, à la vie ensemble.
J'ai été trop long, pardonnez-moi, mais j'aurai plein d'autres points que je pourrais développer en répondant à vos questions. Merci de votre écoute et encore une fois, de l'endurance de votre écoute. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous entendre, mon père. Simplement, moi, j'aurais une première question. Et là, c'est plus sur la forme du débat plutôt que sur le contenu, le fond même des sujets. Vous êtes un observateur de la bioéthique et de son évolution, notamment dans l'espace politique. On a l'impression qu'il y avait un consensus qui existait lors des premières lois de 1994, de 2004. Depuis quelques années, on a l'impression qu'il y a des divergences qui s'expriment de plus en plus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Comment l'expliquez-vous? Est-ce que vous pensez que s'il doit y avoir des divergences, elles existent, hein, voilà. Mais est-ce qu'elles sont artificielles ou est-ce qu'elles répondent à des lignes de fond qui sont effectivement mises en jeu, mises en œuvre d'une certaine manière à l'occasion des débats de ces dernières années? Bien sûr, il y a de grandes évolutions qui étaient perceptibles déjà dans les lois de 1994, mais qui se manifestent de manière beaucoup plus ferme aujourd'hui. Je dirais pour ce qui concerne le législateur, qu'il y a des conceptions différentes du rapport entre l'individu et le politique. Voilà. La France a une conception extrêmement régulatrice des droits des personnes ou des intérêts des personnes. Par exemple, je n'ai pas le droit de vendre mes organes, je n'ai pas le droit de faire commerce de mon sang, donc dans le droit actuel. Donc il n'y a pas en droit français de droit fondamental à disposer de soi. Voilà. Donc on exerce une action contraignante au nom, par exemple, du principe de dignité, donc ce qui honore l'humanité de la personne ou pas. Donc la loi française est extrêmement contraignante, premier point. Deuxième point, nous avons un modèle de solidarité qui, à mon avis, a conditionné beaucoup de choses. Donc ce modèle mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec un très beau consensus d'ailleurs social, voilà, et politique, qui me semble pouvoir réguler aussi les choses, à savoir que, puisque nous sommes solidaires dans les dépenses de santé, nous ne pouvons pas tout faire, et il faut mettre des priorités. Face à ce modèle-là, il y a un modèle beaucoup plus, je vais dire, libéral, plutôt anglo-saxon. Si vous voulez, il s'origine dans la tradition anglo-saxonne, dans les écrits de Locke, John Locke et John Stuart Mill, à savoir, c'est la figure de l'individu souverain face à l'État. Dans ces systèmes politiques-là, l'individu est souverain, comme le dit John Stuart Mill, il est souverain sur son corps, sur son esprit, voilà, entièrement sur lui-même, n'est-ce pas? Et que l'État n'est là que pour assurer la coexistence pacifique, en fait, des citoyens. Donc, c'est un autre modèle, si vous voulez. Donc, on accentue la souveraineté de l'individu sur lui-même, y compris sur son corps, son psychisme, voilà. Et on a une conception, j'allais dire, minimale ou très libérale de l'État, où l'État assure finalement la réalisation du principe de non-nuisance à autrui. Voilà. Bon. Ce modèle-là, on pourrait dire, il travaille la société française, comme le modèle de l'éthique minimale travaille la société française, à savoir, puisque nous ne pouvons pas nous mettre d'accord sur des grands principes, en tout cas, dans la société française, il y a des gens qui ont des modèles éthiques extrêmement différents, eh bien, il y aurait une manière de faire, ce serait d'avoir le minimum éthique qui se résumerait à quoi? Au principe de non-nuisance à autrui. Donc je vous renvoie à tous les travaux de Rouven-Augien sur l'éthique minimale, qui peut paraître, dans un premier temps, extrêmement séduisante, n'est-ce pas? Puisqu'on ne peut pas être d'accord, mettons-nous d'accord sur le minimum éthique, qui est le principe de non-nuisance à autrui. Et pour le reste, l'individu est souverain sur son corps, son esprit. Qu'est-ce qui empêcherait un individu de vendre ses organes, etc. Bon. Donc c'est un autre modèle. Il est très tentant. Et je pense qu'il travaille en profondeur la société française. C'est pour ça que l'introduction du principe de fraternité me paraît extrêmement important. Voilà. C'est oublié l'oublier de la devise républicaine, n'est-ce pas? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le Conseil constitutionnel. Vous voyez, je me suis appuyé sur des travaux, je ne me mets pas en avant, je parle avec le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, le rapport du Conseil d'État sur la fraternité. Voilà. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, c'est parce qu'il y a une solidarité sociale qu'il va falloir réguler un certain nombre de dépenses de santé. Donc c'est parce que nous nous tenons ensemble avec nos vulnérabilités, nos fragilités, ensemble, que nous devrons réguler les dépenses de santé et que nous ne pourrons pas tout faire.
Le législateur est depuis très longtemps très embêté pour dire non, n'est-ce pas? C'est le problème du législateur. Autoriser, c'est magnifique, n'est-ce pas? Voilà. Mais c'est très compliqué d'interdire. Je vous comprends parfaitement. C'est très difficile de dire maintenant il y a une limite, on ne peut pas aller plus loin. Voilà. Ou bien il y a des priorités de santé. Bon, je vous renvoie là aux travaux même du Comité consultatif national d'éthique qui a publié des bons travaux sur ce point-là, à savoir le modèle de médecine que nous avons mis en œuvre. Et de la nécessité aussi, surtout maintenant, de mettre un système de priorité. Mais ça supposerait quoi? Ça supposerait qu'on identifie des biens de santé fondamentaux pour tous. Et qu'après, on puisse te dire, ben ça, c'est pas possible. Ne serait-ce qu'au niveau financier, vous comprenez? Alors, il y a le niveau éthique, bien sûr, mais il y a le niveau financier. Voilà. Est-ce que nous sommes capables de faire ça? Il me semble que c'est le défi. Sinon, une autre solution, ben, c'est d'adopter un modèle beaucoup plus libéral. C'est pour ça que j'ai dit avec un peu d'humour que, eh bien, on pourrait, à l'Assemblée nationale, dire que l'on garde le modèle français de la bioéthique avec son modèle de solidarité, tout en finalement le détricotant ou en le laissant se détricoter tout seul, hein, comme les atteintes au principe de gratuité, par exemple. Ça a été souligné aussi par les intervenants tout à l'heure. Bon. Que c'est pas réaliste, en fait, qu'il y a quelque chose de pas réaliste, oui, d'autoriser quelque chose quand on en manque. Bon, voilà, bon. Donc il me semble que... Enfin, je vois ces grandes évolutions-là, mais vous voyez, c'est des évolutions aussi qui tiennent à la conscience politique du citoyen. Donc c'est le lien politique qui est important à travailler. Sinon, nous sommes devant une collection d'individus qui vont réclamer des choses à l'État, mais qui ne se sentent obligés par rien. D'où je pense la pertinence du principe de fraternité, donc qu'a commencé à retravailler le Conseil d'État dans son rapport. Et je crois qu'il faut en tirer un certain nombre de conclusions. Et il faudrait d'ailleurs spécifier, j'ai tenté de le faire avec 3 points, ce qu'ajoute le principe de fraternité au principe de solidarité, par exemple. Voilà. Et en tirer un certain nombre de conséquences. Vous voyez, enfin, je veux dire, pas mon inquiétude, mais ce qui me travaille, c'est le lien social. Le gros problème, c'est le lien social qui nous tient ensemble dans une même société et qui fait qu'on se tient solidaires ensemble dans l'affrontement à la maladie, les aléas de l'existence, le chômage, etc. Est-ce que nous voulons garder ce modèle-là? Si nous le gardons, nous ne pourrons pas tout faire. Il y aura des systèmes de priorité. Voilà. Merci, mon père. Monsieur le rapporteur. Merci. Merci, Monsieur le Président. Mon père, je citerai Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Et si on l'applique à nos réflexions, ça veut dire peut-être ayez confiance et ne sous-estimez pas la capacité d'adaptation de l'humain et plus encore des enfants à des circonstances diverses. Ça ne veut pas dire pour autant d'avoir confiance, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être prudent. Ne pas avoir peur, ça ne veut pas demander d'être téméraire et de se lancer à l'aventure sans avoir envisagé les impacts. Alors, dans les questions concrètes que vous avez évoquées, dans la possibilité d'extension de la PMA aux couples de femmes ou aux femmes seules, on peut dire qu'il y a des inconvénients et des avantages. Donc après, comment choisir les inconvénients? Le fait qu'il n'y ait pas de père, le fait que les enfants sont parfois amenés à affronter un environnement qui n'est pas toujours très tolérant. Parmi les avantages, ce sont des enfants toujours très désirés, et ça représente une chance pour le développement de l'enfant. Et puis, de façon plus humoristique, on va dire, ils ne vont pas avoir à affronter le complexe d'Édipe, puisqu'ils n'ont pas de... Bon. Moi, je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec cette réflexion que faisait Jean-François Delfraissy, disant que le plus souvent, là, nous ne sommes pas amenés à arbitrer entre le bien et le mal. Il peut y avoir des circonstances, bien sûr, où le comité éthique a vraiment à exclure des choses qui représentent le mal. Mais le plus souvent ici, nous sommes amenés à choisir entre différentes conceptions du bien. Et d'où la difficulté, parce que ce sont des nuances. On a légitimité à avoir entre nous des points de vue différents de ce qui nous apparaît être le meilleur des biens ou le moins bon des biens. Donc, est-ce que cette réflexion vous apparaît pertinente? Par ailleurs, vous avez évoqué, et nous sommes tous d'accord là-dessus, l'intérêt de l'enfant est notre priorité, c'est évident. Sauf que là encore, il y a plusieurs visions de l'intérêt prioritaire de l'enfant. Sur le plan concret, les enfants nés de GPA à l'étranger, qui viennent en France,
l'intérêt prioritaire de l'enfant, c'est évidemment de leur donner des conditions de filiation et de droit, comme le recommande la Cour européenne des droits de l'homme, qui soient égaux aux autres enfants. Pourquoi eux qu'ils soient pénalisés? Notre société peut condamner, si elle le souhaite, la pratique de la GPA sur notre sol, mais pourquoi pénaliser l'enfant? L'intérêt prioritaire de l'enfant, c'est bien. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec une reconnaissance et donc une transcription des droits et de la filiation pour ces enfants? Pour la PMA étendue à toutes les femmes, de la même façon, suivant le regard qu'on y jette, l'intérêt prioritaire de l'enfant peut inciter à être favorable ou plus restrictif. Pour l'accès aux origines, l'intérêt prioritaire de l'enfant, c'est bien de les entendre. Beaucoup d'entre eux nous disent on veut avoir des informations sur le donneur de gamètes. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord pour décliner cet intérêt prioritaire de l'enfant dans ces différentes circonstances? Je prends ensuite un autre des points que vous avez abordés sur les probabilités. Et vous dites, mais qu'en ferons-nous après, une fois que nous aurons ces informations génétiques? Sauf que nous y sommes habitués à cela. Jusqu'à maintenant, quand dans une famille, la mère et la grand-mère ont eu un cancer du sein, on sait que la petite fille, elle est à une forte probabilité, donc elle sera davantage surveillée. Elle aura des mammographies plus fréquentes et on pourra la dépister plus tôt, donc elle va guérir. Maintenant, on y met une note scientifique. Voilà, simplement, ça devient un peu plus rigoureux. C'est plus empirique, mais c'est plus scientifique. Mais même quand c'est que des probabilités, je ne dis pas qu'il faut toujours le faire. Hein. Je sais bien que la difficulté va être de tracer la limite. Mais imaginons que, par exemple, on le sait, il y a certains gènes qui peuvent dire vous aurez 30 fois plus de risque de développer un diabète. Oui, c'est quand même une indication importante pour un jeune, pour que dans sa ration alimentaire, il surveille son apport de sucre et pour qu'il ait un exercice physique quotidien, très régulier. Et à ce moment-là, le diabète soit n'apparaîtra pas, soit beaucoup plus tard dans la vie, parce que ça sera quand même utile pour lui d'avoir cette notion de ce risque présent dans son patrimoine génétique. Et je termine sur la question que vous avez évoquée des perspectives. Par exemple, la fabrication des gamètes à partir d'autres cellules, comme vous l'avez évoqué, mais il y en a d'autres, l'utérus artificiel. Enfin, il y a 10 000 possibilités qui, dans les décennies prochaines, vont indubitablement, ici ou ailleurs, se développer. Faudra-t-il ou pas les accepter, les encadrer, etc. Et ma question est, seriez-vous, puisqu'on est sûr qu'on va avoir beaucoup de questions, de plus en plus, à analyser, seriez-vous d'accord avec la proposition que le président de notre commission et moi-même formulons, qu'on crée une délégation parlementaire permanente qui puisse analyser cela, au lieu d'attendre tous les 7 ou 5 ans que se réunissent les uns et les autres, plutôt que cela, proposons une vigilance, un état de veille en définitive, qui nous permette d'énoncer les problèmes dès qu'ils arrivent et de mettre en place les moyens de réflexion sans se retrouver un peu, en définitive, pris par l'évolution scientifique sans avoir eu le temps de la réfléchir sereinement. Merci, monsieur le rapporteur. Mon père. Monsieur le rapporteur, merci beaucoup. Merci d'avoir convoqué une autorité que je ne me serais pas vraiment permis d'évoquer dans cette assemblée. N'ayez pas peur. Bon, c'est pas Jean-Paul II qui l'a dit, mais enfin, il y a un autre qui l'a dit avant lui. Mais enfin, bon, voilà. Alors, vous avez raison, parce que la peur est très mauvaise conseillère. Et si nous voulons exercer correctement notre raison, il faut faire peur ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, ni la technophobie, non. Non, affrontons les problèmes avec raison. Quelles sont les données? Voilà. Par exemple, les tests génétiques. Quelles sont les données? Qu'est-ce que la science peut raisonnablement prévoir ou pas? Où en est l'état de la science, etc. Donc, je vous suivrai parfaitement. N'ayons pas peur, parce que la peur est très, très mauvaise conseillère, à la fois au niveau individuel et encore plus au niveau collectif. N'est-ce pas? On peut s'emparer de la peur des gens au niveau collectif. Je ne donne pas de détails, mais il suffit de regarder l'actualité. Bon. Alors,
je commencerai par votre dernière remarque. Alors, il est vrai que organiser un grand débat tous les 7 ans, voire même si on raccourcissait, n'est-ce pas, on pourrait dire 5, 3, me semble pas tout à fait adéquat parce qu'on a l'impression qu'en fait, à chaque fois, on remet tout en scène. Oui. On rediscute tous les principes fondamentaux même. Oui. Alors, du coup, votre proposition me paraît pertinente, enfin, une délégation parlementaire permanente assurant une fonction de vigilance. C'est-à-dire en disant, compte tenu de l'état du droit, de l'état des sciences, de nos propres valeurs, propres aussi à notre histoire française, voire ce que nous appelons le modèle français de la bioéthique, comment nous affrontons ou nous devançons un certain nombre de problèmes. Par exemple, les gamètes artificielles. Honnêtement, je pense que ça va venir. Peut-être plus rapidement que l'utérus artificiel d'ailleurs. Bon, voilà, puisqu'il y a déjà beaucoup de travaux. Donc, comment nous devançons ça? Bon, alors il y a des manières de le devancer. Par exemple, en mettant un interdit fondamental ou une référence éthique qui devrait être traduite juridiquement, en disant que c'est de l'instrumentalisation des personnes, n'est-ce pas, de les faire naître dans une utérus. C'est-à-dire que le lien humain qui est propre à la procréation humaine, qui peut être changé par les sciences, ce lien humain-là est une valeur de référence. On pourrait convoquer, par exemple, le principe de dignité en disant que le fait pour un enfant de grandir dans un utérus artificiel ou de résulter de la fécondation d'un ovocyte par des gamètes qui sont produits par les cellules de sa propre mère contrevient à la dignité de la personne. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas le fruit d'une relation, parce que ce n'est pas de l'humain, par exemple. Alors on pourrait devancer juridiquement un certain nombre de questions comme ça. Mais votre proposition d'assurer une vigilance, elle me paraît bonne dans la mesure où il faudrait entretenir un débat social, un débat politique, en permanence sur les évolutions des sciences. Mais pas comme on le fait tous les 7 ans ou les 5 ans, voire si on même en changeait tous les 3 ans, en remettant tout en scène, n'est-ce pas ? On a fini par le modèle de la bioéthique française, c'est fini, on passe à autre chose, etc. C'est plus valable, etc. Non, on a des traditions, on a des choses qui ont été posées et qui tiennent, enfin, qui nous ont tenus en tout cas avec un certain nombre de valeurs pendant des dizaines d'années. Nous les maintenons et en fonction de ça, nous abordons un certain nombre de questions qui se posent. Donc là, oui, alors, oui, il y a des manières de faire. Enfin, voilà. Mais en tout cas, une délégation parlementaire permanente, oui, à condition d'entretenir aussi le débat dans la société en permanence. Je crois que le CCNE avait parlé de cette question-là aussi. Pourquoi ? Parce que aussi, quand c'est périodique comme ça, justement, on arrive à la peur. C'est-à-dire, vous mettez devant les gens l'utérus artificiel. Qu'est-ce qu'on fait ? Bon, alors, nous restons calmes avec nos principes, nos valeurs fondamentales, et nous abordons ces questions-là, mais nous entretenons aussi collectivement, alors j'insisterai sur le collectivement, en disant que aussi ça concerne le lien social. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le fait d'attribuer un nouveau droit à quelqu'un, à une catégorie de personnes, etc. C'est une manière aussi de construire le lien politique. Donc en fait, il ne faut pas qu'on ait une conception de la bioéthique qui soit l'opposé de ce qui nous fait construire une existence politique commune. Ça en fait partie. C'est pour ça que je plaide pour une conception systémique de la bioéthique. Voilà. C'est très très important. Ça concerne notre lien entre nous, nos processus de reconnaissance aussi. Bon, voilà. Ça, c'était le dernier point. Le premier, donc, vous avez cité, n'ayez pas peur, d'accord, et vous êtes réintervenu sur la question de on pourrait dire, la plasticité humaine. C'est vrai que j'ai présenté aussi un modèle des dimensions de la personne, avec le physique, le psychique, le social, le relationnel, voire le spirituel, dans la question du sens, d'une éventuelle transcendance. C'est à l'opposé du tout biologique et à l'opposé du tout culturel, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'il faut tenir tout ça ensemble. Donc il y a effectivement une plasticité. Bon, les systèmes de parenté nous apprennent au niveau anthropologique qu'il y a une grande variabilité, c'est vrai. Bon. Néanmoins, est-ce que ipso facto, la plasticité nous autorise à ? C'est pas parce qu'il y en a qui vont bien que forcément on peut le faire. D'où la nécessité, si vous voulez, de regarder ce que ça produit. Enfin, est-ce que ça contrevient à des valeurs fondamentales au niveau éthique ou à des principes juridiques fondamentaux de notre droit ? Voilà. Est-ce que ça contrevient à ça ou ça contrevient avec l'idée que nous avons encore de l'humanité de l'homme ? Voilà. Évidemment, la grande question est là.
elle a été soulignée par le docteur Lévy-Soussan tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous fait rester humains avec l'état de la technique et comment allons-nous rester humains ensemble? Bon. Donc la plasticité est un élément extrêmement important à prendre en compte, mais elle n'est pas le seul, évidemment, parce que derrière, il y a des conceptions de la justice. Dans le petit article que j'avais écrit dans la revue Études, j'avais pris un exemple en disant, écoutez, si on prend simplement le fait que les gens s'adaptent, il y a des gens qui peuvent s'adapter, par exemple, à des conditions de travail très mauvaises. Ou, je ne sais pas, vous prenez des migrants qui arrivent, qui seraient très contents d'avoir un emploi, mais on va dire, par exemple, on les paie moitié moins cher, par exemple. Voilà. Eux sont contents. Oui, d'un point de vue conséquentialiste, eux sont contents. L'employeur est content aussi. Et pourtant, donc, il y a une plasticité, n'est-ce pas? Les gens peuvent s'adapter. Ça ne produit aucune conséquence du point de vue de la personne négative. Seulement, ça contrevient à une notion fondamentale de la justice. Donc la plasticité ne justifie pas tout, et on pourrait dire le conséquentialisme éthique ne justifie pas tout. J'entends conséquentialisme éthique, le fait par exemple de justifier tout par des enquêtes. Si on montre qu'il n'y a pas plus de conséquences pour ces enfants-là que les autres, on est tranquille. Ça c'est justifié uniquement par des conséquences constatées, avec les biais de méthode que nous avons évoqués tout à l'heure. C'est pas que le docteur Lévy-Soussan a évoqué tout à l'heure les biais de méthodologiques importants. Mais quand bien même ce serait le cas, cela ne suffit pas pour argumenter. Donc nous n'avons pas seulement une éthique conséquentialiste en France, puisque nous avons des grands principes comme la dignité, la liberté, la fraternité. Voilà. Donc ça ne justifie pas tout. Voilà. Alors c'est sûr que c'est un avantage d'être désiré. Donc le point central de l'argumentation, c'est pas de remettre en cause les capacités éducatives des parents. C'est pas du tout ça. Ils peuvent être de très bons parents. Mais qu'est-ce que l'on signifie individuellement, socialement, quand on occulte, par exemple, le tiers? C'est un problème politique, l'occultation du tiers, le tiers d'honneur en l'occurrence, n'est-ce pas? Et puis le docteur Bildowski a dit tout à l'heure, ça pose un problème d'occulter le tiers, n'est-ce pas? Pour la question de la famille. Bon. Qu'est-ce que ça signifie politiquement, pour dire, du point de vue des relations, quand le tiers est occulté? En l'occurrence, le tiers d'honneur. C'est une personne qui a participé à la venue d'une personne, en donnant d'elle-même. Voilà. Je pense qu'on peut faire une lecture aussi politique, du point de vue d'une politique de la reconnaissance, de la question du tiers d'honneur. Voilà. Donc, mon message, c'est que la plasticité ne justifie pas tout, que les conséquences d'une action ne suffisent pas non plus à justifier le bien fondé d'une action. Voilà. Ensuite, alors vous avez raison, la question du bien. Oui, souvent on arbitre entre différents biens. Oui, mais quand on a un système de priorité, ça nous aide à choisir. C'est vrai que l'éthique, elle se déplace dans le gris, n'est-ce pas? C'est ni tout blanc, ni tout noir, en général. Bon, on se déplace dans le gris. Seulement, il y a des moments où on a des principes éthiques forts qui nous donnent un signal. Si nous prenons au sérieux l'adjectif supérieur dans l'intérêt supérieur de l'enfant, on se dit le signal, c'est de prendre en compte d'abord l'enfant. Comme disait le docteur Lévy-Soussan, y compris dans les enquêtes, on commence par enquêter auprès des enfants, bon, par exemple. Alors, ça ne nous dit pas tous les critères éthiques et juridiques qui qualifient l'intérêt de l'enfant, mais ça nous donne un point de vue de méthode et un point de vue de priorité. Voilà. Alors, c'est très important. Pourquoi? Parce que dans la société aussi, pour qu'elle se construise, on a mis des systèmes de priorité. Par exemple, on s'est dit, pour bâtir une société solidaire, on commence par le respect des plus faibles. Et puis finalement, c'est par là qu'on argumente, c'est par là qu'on construit la médecine, c'est par là qu'on argumente pour soutenir le lien social. On prend en compte le respect des plus faibles. Le respect des plus faibles, c'est aussi un principe éthique fort qui nous sert à réguler aussi ou arbitrer quand il y a des biens différents qui sont en compte. Intérêt des parents, intérêt des enfants, intérêt personnel, intérêt social. Il y a des grands principes, me semble-t-il, qui ont structuré pendant longtemps notre existence commune, à savoir, on commence à réfléchir, ou on structure les relations sociales et politiques à partir du plus faible. Voilà. Et que l'humanité s'est honorée en construisant le lien social et le lien politique à partir de la préoccupation du plus faible. On peut changer, mais ça pose des tas de problèmes. Voilà, bon, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, du système de priorité. Bon, pour l'intérêt de l'enfant, vous avez évoqué la GPA.
Oui, c'est toujours un argument. D'abord, ces enfants ne sont pas sans filiation, puisqu'ils arrivent dans notre pays où leur filiation est reconnue, bon, premièrement. Et puis deuxièmement, c'est pas les enfants le problème, c'est ce qui a été mis en œuvre pour qu'ils viennent au monde. Si un enfant coûte 100 000 euros, il y a un problème éthique. Un problème éthique, c'est que pour avoir un enfant, ça coûte 100 000 euros. Ça coûte l'éviction de la mère. Éviction, y compris juridique, bon, voilà, de la mère. Ça pose quand même des gros problèmes éthiques. Donc, les enfants, ils ne sont pas d'abord sans filiation, mais je veux dire, la priorité aussi du législateur, c'est évidemment l'intérêt de l'enfant, qu'il ait une filiation stable, hein, très bien, mais de reconnaître qu'il y a un problème éthique majeur dans le fait de pouvoir financer, qu'un enfant coûte, puisque c'est bien le cas, 100 000 euros, comme on a des exemples assez récents. Ça pose un problème du point de vue du droit, du point de vue des valeurs que nous défendons en France. Alors, est-ce que c'est possible de réguler ça ? C'est possible de le réguler qu'à condition qu'on prenne des règles internationales. Donc, la bioéthique, elle est systémique en France, mais elle est systémique aussi au niveau européen, voire aussi au niveau international. Un problème éthique majeur comme ça, il ne peut pas se réguler uniquement en France. Donc, voilà. Bon, voilà. Oui, les prédictions, je crois que j'en ai déjà parlé. Je crois, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, oui, c'est vrai que, par exemple, dans telle famille, beaucoup de personnes sont mortes d'un cancer, etc. Je pense qu'on change d'échelle. On change d'échelle au niveau des adultes, et puis on change d'échelle au niveau de ce que l'on peut faire avec le diagnostic prénatal, notamment les techniques non invasives du diagnostic prénatal. Voilà. Alors là, on change d'échelle au niveau technique et au niveau politique, puisque on peut justement, en fonction des critères, on peut décider que tels enfants ne viendront pas au monde. Voilà. Bon. Donc la question de la prédiction, elle n'est pas simplement au niveau des adultes, pour leur donner, on pourrait dire, une manière de se préparer ou d'anticiper. Il y en a qui ont le désir de savoir, d'autres non. Il faudrait aussi laisser la liberté de savoir ou de ne pas savoir. Mais je pense que là, au niveau de la prédiction, l'enjeu majeur, bien souligné par beaucoup de rapports, qui reprennent tous le fameux concept d'eugénisme libéral. Donc c'est dire que les prévisions aussi, ou les prédictions, vont servir aussi à sélectionner de plus en plus des critères qui ne relèveront pas des pathologies d'une particulière gravité. Donc cette extension, on pourrait dire, des techniques du diagnostic prénatal non invasives me semble un problème éthique majeur qui me semble à réguler dans les tests, donc l'usage des prédictions ou tests. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions, mais vous pouvez me relancer. Merci mon père. Pour dernière question, de manière assez concise, notre collègue Patrick Hetzel. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mon père, je voudrais du coup prolonger la discussion et notamment le point qui avait été développé, vous y faisiez vous-même référence par le docteur Lévy-Soussan tout à l'heure, qui indiquait bien que les lois en matière de bioéthique avaient pour objectif de maintenir cette dimension humaine et cette humanité par rapport à la technique. Et on voit bien que, il y a des tentations à travers la technique. Effectivement, il faut des références au principe de Nuremberg, et on voit bien problématique. Il y avait cette tentation totalitariste, et on a vu les dérives possibles. Il y a aussi évidemment la tentation démiurgique. À un moment donné, quand on est uniquement dans une vision de la techné. Et donc la question que je voulais vous poser, vous êtes un spécialiste des questions éthiques. Ici, évidemment, nous sommes législateurs et nous nous posons, effectivement, comme vous le disiez, c'est pas facile, mais nous essayons de fixer des limites et donc des interdits. Selon vous, où devraient se situer les lignes rouges, cette fois-ci d'un point de vue légal ?
parce qu'on voit bien que la question du bien et du mal, évidemment, sont des questions pas évidentes, mais à un moment donné, le rôle du législateur, c'est de dire attention, si on franchit cette ligne-là, eh bien, on prend tel et tel risque. Et donc, vous qui êtes expert des questions éthiques, où est-ce que vous fixeriez, d'un point de vue de la loi, ces lignes rouges, notamment par rapport à la procréation? Merci, cher collègue. Mon père. Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a, on pourrait dire qu'il y a évidemment beaucoup de débats à savoir qu'est-ce qui constitue l'humanité de l'homme. Si on voulait raisonner positivement, il y a des débats aussi pour savoir qu'est-ce qui constitue la dignité de la personne. Alors, quand on veut la qualifier positivement, on a un certain nombre de principes, par exemple non-patrimonialité du corps, etc., non-instrumentalisation en droit français, etc. Bon. Ce que nous enseigne l'histoire, c'est si on ne sait pas comment qualifier l'humanité de l'homme, on sait à certains moments donnés quand est-ce qu'on n'est plus humain. Donc c'est peut-être très difficile de la qualifier positivement, mais en même temps, nous avons des expériences douloureuses qui, à un moment donné, nous font dire « ça, ce n'est plus humain ». Donc le concept d'humanité, voilà. C'était le procès médical de Nuremberg. Bon, il y a d'autres principes avant, mais voilà. Bon. Donc, si nous ne pouvons pas toujours qualifier ce qui fait l'humanité de l'homme, nous pouvons avoir conscience des moments où nous disons, avec un certain degré de conscience, ça porte atteinte à l'humanité de la personne, ou bien la dignité de la personne. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait comme ligne rouge ? Je trouve que tout ce qui est développé par le droit français, ou ce que le Conseil d'État a rappelé autour du concept objectif de dignité, avec la question de la non-commercialisation des éléments du corps, voilà, me paraît un repère central. C'est-à-dire que dire qu'un être humain n'est pas marchandisable, ni que les produits de son corps sont marchandisables, bon, il y a des grands héritages, on pourrait dire, de Kant, évidemment, au niveau philosophique, dans ce principe-là. Évidemment, c'est contesté, n'est-ce pas ? Je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être contesté par une autre philosophie politique, une autre conception de rapport entre l'individu et le politique. Ça me semble un repère majeur dans notre histoire et dans notre droit. Et donc, pour moi, il y a une barrière. La barrière, c'est le concept de dignité, mais tel qu'il est spécifié, notamment dans le Conseil d'État, avec atteinte au corps d'autrui, commercialisation du corps d'autrui, etc. Ça me paraît un repère extrêmement ferme. C'est pour ça, si vous voulez, qu'il y a beaucoup d'interrogations autour du principe de gratuité, notamment des organes, des gamètes, etc. Et que la menace qui est portée à ce principe de gratuité doit être, à mon sens, prise très au sérieux. Même si d'autres pays ont régulé ça autrement, comme la Belgique qui achète le sperme à la banque Cryos dans les pays du Nord. Bon. Donc ça me paraît un point central. Voilà. J'ai tenté d'en ajouter d'autres en parlant du concept de fraternité, comme j'ai pu, notamment la question de la reconnaissance, c'est-à-dire que quand socialement, nous occultons un tiers qui a eu un rôle important. Ça me pose un problème éthique, mais je veux dire, ça pose un problème politique, quoi, oui. L'occultation du tiers. Donc, si je voulais parler spécifiquement de la procréation, c'est-à-dire pour qu'une procréation reste humaine, il ne faut pas que soit organisée politiquement, juridiquement, la disparition du tiers. Me paraît quelque chose de... me paraîtrait une ligne rouge aussi, si vous voulez. Voilà. Nous avons en France le principe d'unité qui est très contesté. En tout cas, il y a d'autres acceptions du principe de dignité. Un principe de dignité dit objectif ou ontologique, et puis un principe de dignité relatif à l'opinion que chacun a de sa propre valeur. Bon, je crois quand même que l'héritage du droit français va vers une conception objective, validée par la Déclaration universelle des droits de l'homme également. Bon, alors ça, je crois que c'est quand même très, très, très... Enfin, c'est fondamental, je dirais ça, voilà. On pourrait revisiter le premier considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et l'article 1 aussi, qui me paraissent des repères très sûrs. C'est-à-dire que personne ne détient le pouvoir de juger de la qualité d'humanité d'un autre. Premier considérant de la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'est-ce pas ?
Donc la reconnaissance d'eux. Voilà. Donc quand est-ce qu'une société est en train d'organiser finalement l'éviction de citoyens ou de citoyens à venir. C'est pour ça qu'évidemment la procréation est un enjeu majeur. Parce que la procréation, c'est le lieu où des citoyens adviennent au monde, si on raisonne simplement politiquement, si vous voulez. Bon. Et que du coup, ce qui est décidé au niveau de la procréation a une incidence politique. Je ne peux pas dire simplement, vous voyez, c'est un concept d'éthique biomédicale dans son côté, et puis les problèmes politiques seraient ailleurs. Non, ça concerne profondément les liens politiques par lesquels nous nous reconnaissons comme citoyens, y compris dans notre histoire. Voilà. C'est pour ça que j'ai plaidé aussi pour un concept enrichi de personnes, où l'histoire personnelle doit être prise en compte. Je ne discute pas tout ce qui était évoqué par le docteur Lévy-Soussan et Bidowski tout à l'heure, mais ça me paraît très très important. Voilà. Bon, écoutez, comment je dirais répondre à ça, mais je ne me prétends pas un spécialiste. Simplement, j'essaie de réfléchir avec vous, ce qui me paraît essentiel sur ces questions-là, hein, en réfléchissant vraiment à la cohérence d'une certaine conception de la personne et à la cohérence du droit français, quoi. Mon inquiétude, c'est que le droit français et sa cohérence, qui intègre justement qui intègre des questions sociales, économiques, politiques, se détricote tout seul. Ou par je veux dire, manque de vigilance des députés. Voilà mon souci. Ça se détricote tout seul, parce qu'on n'aura pas voulu être vigilant. Alors je préférerais, si vous voulez, que les députés qui seront contre prennent acte en disant ce modèle-là, on n'en veut plus. Là, au moins, ce serait clair. On veut plus, on veut dire que le principe par exemple, d'égalité veut dire autre chose. Bon, voilà, au moins c'est clair. Mais de laisser se détricoter un modèle en autorisant un certain nombre de droits qui, par définition, le détricoteront. Voilà mon, je ne dirais pas mon angoisse, mais puisqu'il ne faut pas avoir peur, mais ma préoccupation. Voilà. Donc voilà. Ce n'est pas une angoisse, c'est le travail de la raison qui essaie d'anticiper un peu ce qui peut arriver. Voilà. Bien, écoutez, merci mon père pour cet éclairage. Nous faisons une nouvelle suspension de séance. Voilà, merci de l'endurance de votre écoute. Merci.